Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD, comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier, n'ayez pas peur, il y a le chapitrage en description et dans la barre YouTube, donc voilà, si vous voulez juste mon avis sur un titre en particulier, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez la vidéo, à laisser un commentaire, à la partager pour que la chaîne grossisse. Abonnez-vous aussi si c'est pas fait. Et maintenant que c'est dit, on commence... Maintenant, Bakemonogatari, tome 10 de Ogrit. Alors j'appréhendais pas mal ce tome 10 parce que Ogrit, c'est un auteur que j'aime beaucoup, mais il a un vrai et un énorme vrai défaut en fait, c'est que souvent il se perd et il commence à raconter un peu n'importe quoi. En Fer et Paradis, dès que tu passes la saison, on va dire ce qui équivaut à la saison 1 de l'animé, et de toute façon c'est la seule saison, donc c'est même pas les 10 premiers tomes, quand il commence à y avoir les histoires de clans, l'aile rouge, l'aile blanche, les mecs de machin, du yin, du yang, tu comprends plus rien. Ergir, je crois que c'est vers les tomes 15, la moitié de la série, tu comprends plus rien quand il commence à avoir l'histoire des rois, toutes les routes machin, tu comprends rien. Et Beyond Trinity, donc son dernier titre en date, dès le début j'ai rien compris, donc ça a pas aidé, mais voilà. Bakemonogatari, j'avais un petit peu peur, qu'arrivé au tome 10 ça commence à se casser un peu la gueule, alors peut-être que ce sera dans les prochains, mais en fait, vu que l'auteur adapte un roman, enfin un light novel, le light novel Bakemonogatari, et bien en fait il a déjà une histoire qui est posée, il a plus qu'à la retranscrire d'une manière vraiment incroyable. Là on est toujours dans l'arc où le héros, alors désolé j'ai oublié son nom, c'est... j'ai plus le nom du héros, excusez-moi, Araragi, qui est dans le passé, qui rencontre le fameux vampire dont le nom est imprononçable, donc excusez-moi, je vais regarder une deuxième fois. Kishshot, Accélora, Orion, Erd Underblade. Donc comment il devient un vampire. C'est aussi sa rencontre avec Koyomi, si je dis pas de bêtises, la fille... Non, Tsubasa, la fille chat. Et j'aime bien le moment où il rencontre un membre d'une secte de vampires, enfin un chasseur de vampires qui a un nom mal traduit, qui est en fait pas mal traduit par Pika, mais mal traduit par le personnage, où il a fait les voir sur Goldtrad, il a traduit mot à mot, et ça veut rien dire, et le mec c'est un loup-garou, il y a une grosse baston, le loup-garou déjà il est incroyable de toute façon, Great, forcément le dessin est incroyable, mais la baston est incroyable, et bon le moment où, j'aime bien un petit peu avant, quand il dit ouais tu sais elle va être méchante avec toi, et l'autre le héros, bah, il sait que le vampire qu'il a ramené bah, est devenu Rikiki, et il s'imagine une gamine de 8 ans quand elle lui marchait dessus, il dit oh, je kifferais tellement ça. Et il dit ouais, mais en fait, c'était bizarre en fait. Ouais, t'as pas idée. Et ouais, le héros est vraiment bizarre le moment où bah, il revoit la vampire qui a grandi un petit peu et qui est en train de la mater. Il dit mec, elle a 13 ans, calme-toi, comme tes ardeurs, mon gamin. C'était chelou. Et donc, je reviens sur le combat du loup-garou qui est incroyable. Il y a l'histoire avec Tsubasa, la ficha, et j'ai kiffé le moment, elle dit ouais, je vais t'aider. Il dit montre-moi ta culotte. Et l'autre, elle enlève sa jupe, puis je dis wesh, là, c'était gratuit. Là, au grid, c'était gratuit. Alors, je pense que c'est dans le roman, enfin le light novel, mais c'était vraiment gratuit cette scène où elle enlève sa jupe et tu vois, t'as une double page où tu vois juste sa culotte. J'ai dit, wesh, c'est sérieux là. Mais c'est fantastique, j'ai vraiment kiffé. Et il commence à y avoir un petit délire, un petit mystère autour de Araragi, quand il y a le prêtre, enfin c'est pas vraiment le prêtre, l'exorciste, dont j'ai aussi oublié le nom, Meme Oshino, qui lui dit qu'il y a des raisons pour lesquelles il est devenu un vampire, et que t'as une double page, et là que derrière tu vois un fantôme derrière lui, d'un samouraï, et là, j'ai envie de savoir plus. Là je veux savoir c'est quoi ce fantôme, c'est quoi cet esprit, donc Bakemonogatari, c'est vraiment, je pense, clairement là, alors je le dis avec d'énormes pincettes, mais je pense que l'avenir me donnera raison, ça va être le meilleur titre de Ogrit. Ça va vraiment être le summum, la couronne. Ergir c'est bien, Enfer et Paradis c'est bien, mais ça va vraiment être le trône, le roi, l'indétrônable. Ça va être son meilleur titre, je le sens. Shine, tome 11, ce manga shonen sur le monde de la mode, estampillé chez nous shoujo, mais n'ayez pas peur, c'est un super shonen sur le monde de la mode, sur les stylistes, et c'est super cool. On avait laissé notre personnage principal, Ikuto, chez Aphrodite, alors il n'est pas vraiment en stage, je crois qu'il est en apprentissage, et il avait des petites séries de défis à faire par rapport à un concours, je sais plus trop, j'ai plus trop le contexte du truc, et donc on vient là-dessus par rapport au fait qu'il devait faire une texture qui soit agréable à porter, un truc qui soit léger mais en même temps chaud, etc. C'est super intéressant. Et là en fait il est avec son mentor, on va dire, celui qui l'avait un petit peu entraîné au début dans les premiers tomes, c'est donc ce grand monsieur à la queue de cheval qui fait du surmenage. Alors ça fait un petit peu écho à la mère du héros qui a aussi été à l'hôpital à cause de surménage, si je me souviens bien, ou si je suppose bien. Et donc il y a tout un flashback sur ce personnage-là et comment il a rencontré, je crois que c'est ce personnage-là qu'on voit en couverture, donc avec une histoire de chaussures qui était vraiment cool. J'ai bien aimé ce flashback, ça a approfondi un peu le personnage. Alors après,
Je me souviens plus trop de l'histoire, mais je me sais qu'à un moment, il y a le héros, il y a une grosse confrontation avec un personnage féminin, une grosse provoque, et c'était vraiment cool. Il y a aussi, alors je crois que c'est ce personnage-là qu'on voit en couverture, qui chauffe un peu le héros en disant « Ouais, t'es une petite copine, tu penses à moi ?» Et en fait, non, le héros, il pense à deux personnages en précis, donc c'est l'autre styliste qui a gagné le concours qu'on avait vu pour l'école de styliste, la FME, si je dis pas de bêtises, et donc sa copine qui est mannequin, et franchement c'est toujours aussi bien. Shine c'est toujours aussi bien, c'est vraiment super prenant, je vous conseille de lire, c'est un super manga. Moi j'avais commencé en disant rigolant que c'était pour compenser la fin de Act Age, mais finalement c'est super bien, c'est vraiment... faut que ça marche un petit peu, c'est vrai que le fait que ce soit un estampillé shoujo en France, peut-être que ça aide pas, mais ne voyez pas ça comme un shoujo. Voilà, clairement, ne voyez pas ça comme un shoujo, c'est un shonen. C'est publié au Japon dans un shonen, c'est un shonen. Voilà, je le dis, shonen. Peleliu. Alors, je montre le tome 1, mais en fait, j'ai le tome 2 et 3. J'ai aussi le bateau de Thésée, mais en fait, j'ai le tome 2 et 3. Ce qui fait que j'ai pas le tome 1. Donc, pour commencer, c'est compliqué. Donc, j'en parlerai dans le prochain mes lectures, l'occasion de reparler de l'offre de Vega, qui revient un petit peu sur le marché après... un an ou deux, on va dire, de léthargie, et donc ils reviennent avec plusieurs titres. Alors il y en a deux qui sont sortis la semaine dernière, c'est Peleliu et le bateau de Thésée qui vont sortir à 3 €, donc 2 fois 3 tomes, soit 6 tomes, à 3 €. Faites le calcul, ça fait 6 tomes à 18 €, ce qui fait que vous avez quasiment un tome acheté, un tome offert, hein. C'est tout le temps comme ça, donc voilà, si vous voulez commencer des séries plutôt courtes, en plus parce que je crois que le manga se termine en 11 tomes au Japon, donc vous avez 3 tomes sur 11, sachant qu'il y en a 8 d'édités en France, que le bateau de Thésée, il y en a 6 d'édités sur les 10 que compte la série. Encore une fois, vous avez quasiment un tiers de la série qui est déjà dans votre collection pour pas cher. Allez-y. Donc voilà, c'était un petit peu le moment publicité sur l'offre 3 €. Je sais que la semaine prochaine, il va y avoir d'autres titres, notamment Kamuyarad de Masato Issa, un de mes auteurs préférés, sur un titre qui n'est pas forcément pour le moment mon préféré de l'auteur. Maintenant... on va parler un petit peu de Peleliu. Alors, j'en avais entendu parler. C'était l'un des 3 titres de lancement de Vega avec Survivant, qui était une adaptation d'un manga, j'allais dire d'un roman, d'un manga de Takao Saito, le papa de Golgo 13, et Magmel, qui a eu 3 tomes, et je crois que la série est un petit peu oubliée aussi. Je crois qu'elle va revenir aussi en 3 tomes prochainement chez Vega. Et donc Peleliu, je l'avais un petit peu boudé, parce que je trouvais que le dessin faisait un peu mignon par rapport aux propos. Et je sais qu'on m'a dit, non, dire c'est trop bien. Surtout Otakul qui kiffe vraiment cette série. Et j'avais dit, bon, je prendrai quand ça sera avancé, quand ça sera terminé. Et vu que là, le manga se termine bientôt au Japon avec 11 tomes, que ça se relance, je me dis, bon, allez, c'est l'occasion de commencer. Et c'est super bien. Alors, c'est vrai que le dessin, tout mignon, tout chibi, on voit un petit soldat tout petit, tout rikiki, c'est mignon. Ouais, mais c'est faussement mignon, parce que en vrai, c'est horrible. C'est la guerre. C'est la guerre. Il faut que je le redise une deuxième fois. On est en pleine guerre du Pacifique, donc en 1944, sur l'île de Peleliu, qui va être le théâtre de confrontation entre les Japonais et les Américains. Et c'est horrible. Clairement, dès le début, ça pose le délire où les héros ils creusent des trous, il y a un bruit, alarme, sirène, il y a un avion, un bombardier, on va se cacher dans un trou. Et à un moment, il y a une scène où il y en a un qui se casse la gueule et il meurt. Genre, chapitre 1. Tu vois le cadavre devant toi et tu te dis, ok, ça va être super cool, super génial, on va sourire. Si vous vous intéressez un peu à cette période-là et d'autres histoires, je vous conseille Opération Mort et les 2 premiers tomes de la vie de Shigeru Mizuki, qui sont donc des mangas de Shigeru Mizuki, le papa de Gegege no Kitaro, c'est chez Cornelius, et en fait c'est inspiré, enfin même c'est tiré de la vie de Shigeru Mizuki. Alors, le tome 2 de la vie de Mizuki, c'est sa biographie, et Opération Mort, c'est une vision de la guerre déformée, on va dire, c'est enfin déformée, c'est romancé de la vie de Shigeru Mizuki, parce que on reconnaît l'auteur, mais c'est pas l'auteur. Voilà, c'est juste qu'il a romancé un petit peu sa vie, notamment il y a un passage avec des putes où il y a des putes qui viennent sur l'île, il tire un coup, il se casse. C'est voilà, c'est vraiment pas un titre plaisant, enfin plaisant, souriant, agréable, et c'est pareil pour ce titre-là, même si le côté mignon pourrait y faire penser, c'est vraiment un manga, c'est marqué seinen pour public averti, et je comprends pourquoi. Innocent Rouge, tome 11, donc c'est l'avant-dernier tome de cette série de Shinichi Sakamoto, un auteur que j'aime énormément. Alors on avait attendu 1 an pour le tome 10, 1 mois pour le tome 11, est-ce qu'on va attendre 1 an le tome 12? Parce que pour l'instant, il est annoncé nulle part sur Amazon, la Fnac, etc. Donc les distributeurs. C'est marqué à la fin, prochainement. Prochainement quand? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça va arriver prochainement parce que
comme je l'ai dit et je le répète, j'aimerais bien sortir l'année prochaine une vidéo sur la biographie de l'auteur. Et forcément, bah, si je finis pas Innocent Rouge, j'étais un petit peu énervé. Voilà, donc de quoi est-ce que ça se parle dans ce tome-là? Donc on est toujours dans ce flashback de la vie de Marie-Antoinette et Louis XVI qui s'évadent de Versailles pour retourner en Autriche. Confrontation contre Marie-Joseph qui est vraiment cool, contre ah, j'ai plus son nom. De Fercès. Ah, c'est un passage en plus, c'est un passage de Lady Oscar. Ça me dégoûte, j'ai plus son nom. Alex de Fersen. Donc, qui va aider un petit peu Marie-Antoinette parce que dans Lady Oscar, c'est l'amoureux secret de Marie-Antoinette. Donc, qui s'évade, confrontation. Et ensuite, la Bastille. Hein, donc, je crois que c'est la Bastille. Hein, enfin, elle est en prison, elle est enfermée avant sa condamnation, le Schreck. Et j'ai bien aimé le passage où elle me dit ouais, j'ai du sang bleu, je suis une noble, et que Marie-Antoinette arrive, fait tiens, tu veux t'évader, je te ramène l'eau de la Seine. C'est rempli de merde, de pipi, de cadavres. Si tu bois ça, tu seras plus une reine et tu pourras t'enfuir. Et la page où tu vois le verre qui est dégueulasse, tu te dis waouh, mais même moi je bois ça, mais j'ai la chiache pendant 6 mois. Ça, c'est tu bois ça, t'es maigre. Moi je finis ça, je suis maigre, j'ai plus rien dans le ventre. C'est tellement l'eau, elle doit être dégueulasse. Et ensuite, alors je sais plus. Alors on arrive sur un nouvel arc qui s'appelle le bal de Versailles, donc qui est l'épilogue de la série. Et alors là, l'auteur se lâche totalement. On part dans un shoujo manga où donc tu vois Marie-Antoinette qui est donc une jeune écolière lycéenne au lycée de Versailles ou de Paris, je sais plus, et elle rencontre le délinquant Marie-Joseph qui est en mode fourio. C'est génial, ça sort de nulle part ce dessin. En plus, il change un petit peu son style qui fait vraiment très shoujo, très on va dire vieux manga, style on va dire style un petit peu fruit de basket. Et je sais pas trop ce qu'il veut raconter pour l'instant, mais pourquoi pas, genre voilà, pourquoi pas. Tokyo Revengers, tome 11, on arrive quasiment au climax, au grand final de l'arc des Black Dragons, mais avant ça, revenons à la fin du tome 10 avec le fait que Ina révèle à Takemichi qu'elle connaît Kisaki, donc qui est un peu le grand méchant, la némésis de Takemichi, et en fait on apprend que bah avant c'était un premier de la classe, un petit geek, voilà, le mec qui se fait un petit peu tabasser par tout le monde, avec ses grosses lunettes, le fait qu'il ait 10 sur 10 à tous les contrôles, et qu'en fait Kisaki et Ina ont rencontré Takemichi à l'école primaire où il se prenait pour un super-héros, il les a aidés, et en fait c'est à ce moment-là que Ina est tombée amoureux de lui, que ensuite elle s'est déclarée à lui au collège. On poursuit ensuite avec une scène qui est vraiment incroyable où Takemichi rencontre le père, donc son futur beau-père, de Ina, et lui dit faut que tu rompes avec ma fille. Ce qui fait écho avec le fait que on a appris dans les précédents tomes, donc dans le futur, que Takemichi avait rompu avec Ina, et qu'on sait maintenant la raison du pourquoi, que c'est plus ou moins le père qui a dû influencer le Takemichi qui a grandi pendant 10 ans à rompre. Et la scène où il dit non, je veux plus être avec toi, j'ai une autre fille. Waouh. Elle lui fout des grosses mandales, elle le tabasse, et l'autre il en a, il dit putain mais je l'aime tellement cette fille. Et waouh, c'est trop puissant, j'ai trop kiffé. Et on enchaîne encore ensuite avec le combat final contre le chef des Black Dragons quand ils sont dans l'église à Noël et qu'il y a la grosse baston, mais ça défouraille. Il y a plein de choses. Le fait que Kisaki trahit Takemichi, le fait que Akai il se foire et tu dis merde, mais en fait depuis le début c'est foiré et qu'en fait il se rend compte Takemichi que il a rien changé. Ça va être la sœur qui allait tuer leur frère. C'est génial, c'est trop bien. Toi-même tu te dis merde, je sais ce qui va se passer parce que tu connais on va dire les conséquences des événements, mais en fait même Takemichi, même s'il connaît la finalité que machin va mourir, mais en fait il se rend compte que c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est pas ce qu'il pensait être. Il pensait que ça allait être Akai qui allait tuer son frère, et finalement non, il allait échouer. C'est sa sœur qui allait tuer son frère. C'est génial, non, c'est trop bien. Et elle arrivait à la fin du capitaine de Akai, si je dis pas de conneries, qui arrive en mode c'est ça être un grand frère. Grosse baston là, j'ai hâte de lire le tome 12, ça va être génial, ça va être trop bien, ça va être le feu. Magus of the Library, alors j'ai le tome 1 mais j'ai aussi le tome 2 parce que Kiun en ce moment, comme Vega fait une offre, et en fait pour Kiun c'est le tome 1 acheté, le tome 2 offert, c'est des packs avec tome 1 égale tome 2, c'est super bien, donc pour 7 € j'ai 2 tomes, sachant qu'il y a 4 tomes en tout, donc pour 7 € j'ai la moitié de la série. Alors Magus of the Library, j'avais vu le titre arriver en France il y a 2-3 ans, je crois que c'était en 2018-2019, c'était avant le Covid, voilà, c'était avant cette grande ère de sombre du Covid, et je m'étais dit, ah ça a l'air trop bien, je vais peut-être attendre qu'il y ait 5-10 tomes pour me faire la série d'une traite, ou une offre, et bon, il y a une offre, et alors, bon, il y a 4 tomes, en 3-4 ans, donc ce qui fait que la série va avoir une publication annuelle, donc vous avez le temps de pouvoir rattraper la série, mais moi je vais peut-être acheter les 2 autres tomes dans quelques temps, et c'est super bien. Alors déjà, le dessin.
le dessin, j'ai ressenti un petit peu cette vibe de Kaoru Mori, qui est aussi une auteure, enfin une autrice, qui met beaucoup de temps à dessiner, ce qui fait qu'on a un tome par an, ce qui fait qu'on peut prendre son temps pour rattraper l'œuvre, et c'est divinement bien dessiné. Franchement, il y a un sens du détail, c'est trop beau, c'est magnifique. Les quelques planches que je vais vous mettre, mais c'est rien du tout. Le dessin, un truc de dingue. Alors l'histoire, c'est qu'on est dans une sorte de monde fantastique. Alors, je vais dire c'est que des facettes, on dirait qu'on est au Moyen-Orient. Voilà, parce que par rapport aux tenues un petit peu, on va dire, route de la soie, vagabond, nomade, etc., ça me fait penser un petit peu à Maggie, voilà, ce délire un petit peu Moyen-Orient, les zones un petit peu désertiques, tous les décors font un petit peu, alors en plus ces personnages qui ont le teint un peu allé aussi, ça aide un petit peu à faire cette imagination, et en fait le héros est une sorte d'elfe, il a les oreilles pointues, il adore lire, pour s'évader. Et en fait, dans ce monde-là, il y a des gens qui s'appellent les Hakuna, si je dis pas de bêtises. Rien à voir avec Hakuna Matata. Et en fait, qui sont les protecteurs des livres. Donc, qui sont pas vraiment des libraires, mais des bibliothécaires. Ils viennent dans les villages, ils apportent des nouveaux livres, ils les réparent, ils les protègent. Voilà, il y a un petit peu de magie autour. Et donc, le héros veut devenir un Hakuna lui aussi. Et à la fin du tome 1, élite temporelle de plusieurs années, il devient adolescent. Et donc, il part pour obtenir ce diplôme de Hakuna. Ce qui fait qu'il y a un petit côté shonen. Alors, dans le tome 2, c'est encore plus ressenti parce que comme ça le tome 2, parce que le concours pour devenir Hakuna, c'est vraiment un truc de shonen. Là, dès le début, on nous dit, oui, les mecs qui arrivent à faire la première épreuve du premier coup, c'est l'élite, c'est les meilleurs, et tu vois que le héros, il n'y arrive pas encore tout de suite, tu te dis, bon, il va peut-être galérer un petit peu, mais il va réussir. Donc voilà, il y a un petit côté shonen, même si le propos fait très seinen, très posé, il y a une grosse ambiance, c'est vrai que c'est un manga où il faut pas avoir peur de lire, parce qu'il est très très gourmand en lecture, et qu'est-ce que je veux dire d'autre? C'est vraiment une lecture, on va dire, qui me fait un peu coup de cœur parce que c'est un manga qui te dit c'est bien de lire. Franchement, ça fait plaisir. En plus, je me souviens qu'il y avait une méga exposition au salon du livre avec plein de livres sur un stand de Kiyun qui était vraiment super bien. J'ai des bons souvenirs de ça. Et c'est vrai que c'est le genre de manga qui va avoir facilement des récompenses parce que c'est un manga qui te dit c'est bien de lire, continue à lire, ça développe ton imagination, ça développe plein de choses, c'est intéressant, c'est la curiosité. Et voilà, ça franchement c'est limite un gros coup de cœur. Allez lire ça, 7 € 2 tomes, allez-y. On a un nouveau chef-d'œuvre de Lovecraft, celui qui hantait les ténèbres. Alors, c'est un plus petit chef-d'œuvre, il fait 160 pages, il est découpé en 4 chapitres et il y a 2 nouvelles. La première nouvelle fait un seul chapitre et la deuxième fait 3 chapitres. Alors on a d'abord Dagon, je sais pas trop comment ça se dit, où en fait on va suivre un marin pendant la Première Guerre mondiale. Son bateau va être attaqué par les Allemands, il va s'enfuir, dériver, arriver sur une île un peu bizarre, il va voir un monolithe et il va y avoir un homme poisson qui va arriver, qui va l'effrayer et libre, s'il se réveille, il est un petit peu foufou et il va se droguer pour oublier ce qu'il a vu parce qu'il a tout le temps peur. Et c'est une nouvelle qui est très courte, hein, ça fait, tu le lis en un quart d'heure, hein, en vrai, j'ai lu la nouvelle après ça se lit en 15 minutes, c'est vraiment très rapide, c'est vraiment une petite nouvelle, vraiment très simple, et je trouve, alors je vais en parler tout de suite, c'est vraiment très fidèle. Alors au début de la nouvelle, le héros est déjà dit drogué, et en fait il raconte ce qui lui arrive, là où en fait la drogue, on ne la montre qu'à la fin, donc on suit d'une manière linéaire, et surtout, ça va beaucoup plus dans le délire de Cthulhu, cette nouvelle, là où le roman en fait nous dit il voit un monolithe, il voit des poissons, une tête de baleine qui tue une baleine, point barre. Là on nous dit oh c'est quoi ce truc rose, c'est le dieu des dieux, et en fait tu vois une tête de poulpe. Donc forcément tu penses à Cthulhu. Enfin Cthulhu. Et donc forcément ça va se raccorder à l'univers de Cthulhu, l'appel de Cthulhu. Après on a celui qui hante les ténèbres où on suit un jeune romancier peintre qui est dans une ville qui est fasciné par une tour d'église noire. Il va y aller, il va l'explorer, et en fait il va réveiller une créature qui va petit à petit envahir la ville et le tuer. J'en dis pas plus, c'est génial. Franchement, façon Watanabe, le dessin, toujours une pépite. Alors c'est l'une des nouvelles l'un des chefs-d'œuvre qu'il a écrit le plus lointain. Alors comment le dire? C'est ce qu'il a écrit, l'une des premières nouvelles qu'il a écrites. Voilà, ça a été écrit en 2016. Là où je crois que c'est 2018 pour les Montagnes Hallucinées, 2019 pour l'appel de Cthulhu. Donc voilà, il y a quand même quelques temps et finalement c'est bien dessiné. J'avais aussi très peur qu'après l'appel de Cthulhu, qui est un truc de dingue, que ça soit bien, mais. Voilà, parce que tu dis, ah c'est bien, mais. Ben l'appel de Cthulhu c'était ouf. Et finalement, c'est bien. C'est bien. C'est moins bien que l'appel de Cthulhu, mais c'est pas mauvais, ça rend pas mauvais. Et ça fait qu'on a quand même pas mal de nouvelles. Alors je vois parce que je les ai ici. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 ou 5 nouvelles. Enfin 6 si on compte les 2 tomes
les montagnes hallucinées, et franchement, c'est toujours un réel plaisir. Alors, j'ai regardé un petit peu sur internet, il reste plus que 2 nouvelles. Il reste Macken, alors, le Molosse, en français, qui doit être sûrement le prochain à arriver, parce qu'il est terminé depuis longtemps, c'est sorti en même temps que celui-là, et en ce moment, l'auteur fait le Cauchemar d'Innsmouth, qui sortira sûrement, je crois ses doigts, en 2022. Je pense que le prochain, c'est le Molosse, parce que ça va être le dernier. Je pense qu'il sera sûrement en orange-jaune, ça paraît très logique, je sais pas. J'imagine bien le Molosse en jaune, la couverture en jaune, je sais pas pourquoi. Et bah, j'ai hâte que ça sorte. Et en tout cas, je vous conseille, lisez aussi les nouvelles, c'est super intéressant, surtout que il y a un truc qui est dit dans la nouvelle par rapport aux montagnes, à celui qui hante les ténèbres, c'est qu'à un moment donné, le héros parle, il voit des choses, et il parle du pôle Nord. Et le pôle Nord, ben, les montagnes hallucinées, il parle d'autres choses, j'en dis pas plus, mais il y a des trucs qui sont évoqués qui font les liens avec d'autres nouvelles, où c'est pas dit dans celui-ci, ou alors peut-être que j'ai raté la page, peut-être que j'ai sauté la phrase, mais voilà, en tout cas, je vous conseille de lire le manga, lisez les nouvelles, c'est super intéressant, surtout que la plupart elles sont à 1€ sur Amazon en format Kindle, voilà, c'est Royal au bar. Les carnets de l'apothicaire, tome 2. Alors, j'avais acheté le tome 1 parce que j'étais curieux. Beaucoup de gens l'avaient mis haut placé dans les attentes de 2021. J'avais aimé. Et je me suis dit, bon, on va voir le tome 2. Ça confirme, ça transforme l'essai. Ça transforme pas l'essai. Ça l'explose l'essai. Mao Mao, meilleur personnage de tous les temps. Non, je l'abuse un petit peu. Mais là, en fait, l'histoire... Le tome 2 est composé de 2 histoires. La première, c'est que Lifak était donc l'autre femme de l'empereur qui avait un enfant et dont l'enfant est mort au début du tome 1. Et un peu malade, elle a encore les conséquences du poison. Elle va le voir. Enfin, Momo va la voir. Elle est dans son fief, on va dire, où il y a ses autres dames de compagnie. Et elle se fait un peu maltraiter au début, parce que ouais, t'es une nouvelle, t'es qui, toi, t'es une étrangère, on t'aime pas peu. Et moi, elle voit Dame Lifa, donc cette fille, et elle casse, elle dit, mais il y a du maquillage. Je dis, mais comment ça, il y a du maquillage? Il dit, mais pourquoi du maquillage? Et il lui fait, bah, j'ai mis du maquillage parce que ça s'appelle. Et là, elle lui fout une grosse queue là, elle dit, mais putain, il y a du poison là-dedans, connasse! Et whoosh, elle lui a la tarte, mais elle lui fait manger le gravier. C'est génial! Elle a une tête, Mao Mao à ce moment-là, mais vraiment, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur pour la fille, j'ai cru qu'elle allait la tuer. C'est un truc de malade, Mao Mao, elle lui a foutu, mais la plus grosse des queues là. Et j'en parlerai un petit peu, non, j'en parle tout de suite. Et j'aime bien, c'est que dans la deuxième histoire, où donc c'est un banquet, on voit à un moment les filles de ce fief, donc les dames de compagnie de Dame Lifa, qui disent, ouais, elle est pas là, votre copine Mao Mao, nanani nanana. Et Mao Mao fait, ah, elle se fout de ma gueule là. Mais quand j'étais là-bas, je les ai tous niqués, je les ai tous, ils ont toutes une peur de moi. Et au moins, elle monte son visage et fait, oh putain, elle est là, on se casse. Et c'était génial, franchement, Mao Mao, elle a mis le respect à tout le monde, elle leur a foutu des grosses claques, elle les a tous mis en respect, elle les a limite, elle les a bullies, voilà, elle leur a dit, donnez-moi votre goûter, tout de suite, je veux votre goûter. C'était génial. Ensuite, on a aussi, j'ai aimé aussi quand Dame Lifa, elle est un petit peu, ouais, mais je sais pas, est-ce que l'empereur va encore m'aimer? Il dit, non, mec, t'as des gros obus, je vais te donner une technique, et on sait pas ce qu'elle lui a dit, même si j'ai une petite idée là-dessus, voilà, un peu mon petit côté polisson, et quand Mamo dit, ouais, moi, j'ai pas les attirails pour faire ça, c'est génial. Le passage aussi où elle se maquille, et en fait elle se maquille pas, elle se démaquille, et on apprend qu'en fait ces taches de rousseur c'est elle qui se les met elle-même pour sans les dire, parce qu'elle dit ouais, si je suis moche, dans les quartiers des plaisirs, personne va vouloir de moi, personne va vouloir me violer, et je vais être tranquille. C'est génial, non? Mao Mao, génial, ce personnage il est trop cool. Le passage où elle mange un poison et qu'elle a un sourire dégueulasse sadique, c'est génial. Non, c'est trop bien, j'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte de découvrir les autres aventures d'apothicaire de poison de Mao Mao. C'est génial, lisez ce manga. Il paraît pas comme ça, mais il est trop bien. Les 3 mangas de Shikkyu dont j'ai parlé, c'était le feu, et on continue avec Beastars tome 15, et ça aussi, c'est le feu. Alors, on est toujours dans l'arc de melon. Je veux dire melon parce que, clairement, quand il y a un passage où les personnages mangent un melon en hommage à melon, forcément, tu fais le rapport avec le fruit. Ceux qui disent melon, allez vous faire foutre. Voilà, je le dis direct. C'est un tome qui est super intéressant déjà parce que l'arc de melon, je le trouve très intéressant, du fait que ce soit un animal, enfin un personnage qui soit hybride, carnivore, herbivore, donc un antilope avec un guépard, qui fait écho avec les Goshi Haru, qui sont donc un loup et un lapin, un carnivore et un herbivore, très grand, très petit. Il va y avoir une relation qui va être très intéressante, surtout avec le tome où on nous dit que bah, je suis peut-être ton futur enfant en fait, parce que moi je suis un enfant, mais je suis mi-carnivore, mi-herbivore, c'est un peu bizarre pour moi. Ton enfant, si t'as un enfant avec une lapine, ça sera pareil. Et là, j'ai dit merde, c'est vrai, mon enfant avec Haru, il sera mi-lapin, mi-loup, il va se placer de quel côté? Ça sera un herbivore ou un carnivore? Et c'est hyper intéressant. On va parler après de la fin, c'est oufissime, franchement, l'auteur, mais waouh, c'est dingue.
Alors déjà, on commence avec le fait que Haru invite Legoshi, enfin les parents d'Haru invitent Legoshi chez lui. C'est super intéressant, il y a petit ce côté, merde, si vraiment tu t'intégrais ça dans les codes d'une société, on va dire, humaine classique, alors c'est pas raciste ce que je veux dire, mais limite Haru c'est une famille de blancs traditionnels, la famille d'Angleterre on va dire, hein, pour coller avec l'actualité, et Legoshi c'est un afro-américain qui débarque et ils disent oh quel est donc ce manant qui est chez nous, et les parents qui vont l'accepter tout doucement, voilà, c'est pas raciste ce que je veux dire, c'est juste comme ça, faire une comparaison facile, et les parents qui vont accepter donc cet entre guillemets étranger, une autre espèce, parce que clairement Legoshi est une autre espèce pour eux, c'est même pas un herbivore, c'est un carnivore, une autre espèce et une autre alimentation en plus. Super intéressant, le passage où il est avec, c'est pas Gosha, c'est le, putain j'ai plus le nom, le Beastars, le cheval, j'ai oublié son nom, où ils vont dans un bar où les carnivores font un peu ce qu'ils veulent, qui rencontrent Melon, et ensuite on passe sur lui qui retrouve ses potes lions qui sont devenus les sbires de Melon, ça va être génial, et qui mangent du melon, donc hommage à Melon, etc. C'est hyper intéressant, mais ce que j'ai le plus kiffé, c'est quand donc Legoshi est dans le coma et qu'il voit sa mère, et qu'il lui raconte ces histoires que bah elle, sa mère, est une hybride. Mi-loup, mi-varan de Komodo, et que elle a toujours essayé d'être la plus belle, le plus loup possible, le plus beau, le plus etc. Et que, ben, arrivé à un âge, ben, il s'est passé un truc, c'est que son corps s'est twisté. Elle est devenue varan, et que ça l'a totalement matrixé sa mère, qu'elle voulait avoir absolument un enfant totalement loup, un loup pur. Et je pense que le prochain tome, ça va être la suite de ce flashback, vu qu'on sait que sa mère est morte, je pense qu'elle est morte, mais dans les pires conditions qui soient, c'est un truc de ouf. Mais là l'histoire qui arrive sur les hybrides, etc., je pense que ça va être un truc de malade. Je le sens gros comme une maison, on n'est pas prêt. Là, l'histoire déjà de la mère de Legoshi, j'étais pas prêt, j'étais fébrile avec l'histoire où tu la vois, elle voit ses poils et qu'elle voit un bout d'écaille, et que la photo, tu vois de dos, et tu vois sous son dos, et c'est rempli d'écailles. Oh, mais c'est génial, franchement, l'auteur, là, elle a une idée de ouf. Une idée de ouf. J'adore Black Sad. Mais je pense que c'est en train de battre Black Sad dans son propre jeu, là. Les anthropomorphes, c'est un truc de ouf. Là, elle a fait un truc de malade. C'est vrai que clairement, là, waouh, je sais pas quoi dire. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo pour que la chaîne grandisse. Abonnez-vous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram et Discord. Les liens sont dans la description. Et maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!